Aujourd'hui, on se penche sur le Mercosur, ce géant économique sud-américain qui est en fait un géant au pied d'argile. C'est l'un des blocs commerciaux les plus importants de la planète, mais c'est aussi, et c'est là tout le paradoxe, l'un des plus divisés. Et pour bien saisir tous les enjeux, rien de tel que de commencer par l'actualité brûlante, une controverse qui secoue les relations du bloc avec l'Europe et qui le place, en ce moment même, au centre de toutes les attentions. Imaginez un peu, plus de 20 ans. C'est le temps qu'il a fallu à l'Union européenne et au Mercosur pour arriver à se mettre d'accord sur un projet de libre-échange absolument colossal. Un accord qui a finalement été signé, oui, mais qui n'est toujours pas en vigueur. Et pourtant, l'objectif, c'est de créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. On parle de connecter plus de 700 millions de consommateurs. C'est gigantesque. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment. On a deux visions qui s'affrontent frontalement. D'un côté, pour l'Europe, c'est une occasion en or de peser face à des concurrents comme la Chine ou les États-Unis. Mais de l'autre, les écologistes, eux, tirent la sonnette d'alarme et craignent un désastre pour la forêt amazonienne. Mais alors, où est-ce que ça coince exactement ? Eh bien, tout tourne autour d'une clause très controversée, un mécanisme de rééquilibrage. En gros, ça permettrait aux pays du Mercosur de renégocier l'accord si les nouvelles lois environnementales européennes venaient à pénaliser leurs économies. Pour les critiques, le message est clair. Le commerce d'abord, le climat après. Bon, pour vraiment comprendre la complexité de cet accord, il faut faire un petit retour en arrière et se demander, mais c'est quoi au juste le Mercosur ? Le Mercosur, ou Marché commun du Sud, ce n'est pas juste un accord commercial de plus. Non, à la base, c'est un projet politique extrêmement audacieux. L'idée, c'était d'unir des pays qui, pendant très longtemps, se sont regardés avec beaucoup de méfiance, voire de rivalité. Et sa naissance, elle ne sort pas de nulle part. Il faut se remettre dans le contexte du milieu des années 80. La région était à un tournant. On sortait de décennies de dictature militaire et une nouvelle ère de démocratie et de coopération s'ouvrait. C'est dans ce climat que l'idée a germé. Avec le protocole Douro Preto, on a mis en place la machinerie institutionnelle. Pour faire simple, tout en haut, on a le Conseil qui prend les grandes décisions politiques. Juste en dessous, le groupe, qui est l'organe exécutif, celui qui s'assure que les traités sont bien appliqués. Et enfin, la Commission du commerce, qui gère la politique commerciale au quotidien. Alors sur le papier, l'ambition était immense. On a même souvent fait la comparaison avec la construction européenne. Mais la grande question, c'est, plus de 30 ans plus tard, est-ce que la réalité a été à la hauteur de la promesse ? Il faut dire que les débuts ont été fulgurants. Vraiment, pendant les 6 premières années, le commerce entre les pays membres a littéralement explosé. Il a été multiplié par 5. C'était un succès incontestable. Mais, parce qu'il y a un mais, et il est de taille, cet élan des débuts s'est complètement cassé la figure. Le graphique est brutal, mais il dit la vérité. Le commerce interne au bloc, qui représentait un quart de toutes les exportations, s'est effondré pour tomber à peine 10%. C'est le symptôme d'un mal bien plus profond. Pour comprendre pourquoi, il y a cette citation, je trouve géniale, d'un négociateur uruguayen de l'époque. Il a dit « C'est un accord entre un éléphant, une souris et 2 fourmis ». Ça résume tout, non ? L'éléphant, bien sûr, c'est le Brésil, dont l'économie pèse à elle seule les 3/4 du total. Donc si on fait le bilan, on a ces déséquilibres monstrueux, des économies qui sont plus en concurrence qu'elles ne sont complémentaires, des règles qui, une fois sur deux, ne sont même pas appliquées. Pas étonnant que les experts en arrivent à un constat aussi sévère. Le Mercosur est une union imparfaite et inefficace. Et comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, cette alliance, déjà bien fragile, est en plus en perpétuel mouvement. Ça n'arrête pas de bouger entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. C'est un peu le jeu des chaises musicales. D'un côté, on a le Venezuela qui a été suspendu pour des raisons politiques, et de l'autre, la Bolivie qui vient tout juste de rejoindre le club avec l'espoir de donner un coup de fouet à son économie. Et évidemment, ces mouvements ne se font pas dans la douceur et la bonne humeur, loin de là. Ils révèlent des fractures très profondes. Il n'y a qu'à voir cet échange particulièrement tendu, presque violent, lors du sommet des 30 ans du bloc. L'ambiance était électrique. Tout ça nous ramène donc à la situation d'aujourd'hui. Et on peut le dire, le Mercosur se trouve vraiment à la croisée des chemins. Finalement, on boucle la boucle. Cet accord si controversé avec l'Union européenne, c'est bien plus qu'une histoire de commerce. En fait, c'est un miroir qui est tendu au Mercosur. C'est le test ultime en quelque sorte. Est-ce que le bloc peut enfin surmonter ses divisions pour parler d'une seule et même voix sur la scène internationale ? Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir ? Premièrement, le Mercosur est une vraie puissance économique, mais une puissance minée par de profondes failles. Deuxièmement, cet accord avec l'UE est le parfait exemple de la tension mondiale entre les impératifs commerciaux et les objectifs climatiques. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, les divisions internes sont le principal obstacle à l'efficacité du bloc. Au final, le bloc se retrouve face à un choix fondamental, qui va dessiner son avenir, et avec lui celui de tout un continent. Va-t-il rester cette maison divisée, ou parviendra-t-il enfin à devenir la grande puissance régionale qu'il a toujours aspiré à être ? La question reste ouverte.